J'ai toujours aimé ces ambiances un peu, Ambiance Fight Club. il y a pas de règles. Voici Emma Gongora, alias Valkyria. Ancienne championne du monde de kickboxing, elle combat désormais en boxe anglaise et va nous livrer aujourd'hui les secrets du business des sports de combat. Mais quand t'es combattant, je te jure, hein, que t'étais pas bien, c'est pas bien du tout. Et en fait, tu peux tout faire dans la boxe parce que si t'as de l'argent, tu peux acheter n'importe quoi. Et en Donc fait, là, t'es en train de me dire que t'as payé ta ceinture là. Aujourd'hui, vous allez découvrir les succès, mais aussi les sacrifices qu'engendre une vie dédiée au sport de combat. j'aurais pu. Et au final, honnêtement, c'est un de mes plus grands regrets. Tu sais, en France, on perd du temps parce qu'on n'a pas d'argent. Et vous pouvez être sûr qu'avec Valkyria, ce sera sans langue de bois. Je peux confier des secrets. Bon alors du coup, Emma, dis-moi d'où il vient ce... Enfin, redis-moi du coup plutôt d'où il vient ce surnom Valkyria. Valkyrie, c'est des guerrières nordiques. Hem, J'adore, tout l'esprit viking nordique, l'esprit guerrier et du coup, bah, quand je faisais de la boxe, quand j'attaquais la boxe, en boxe anglaise, j'étais, la petite blonde, tu vois? Et ils m'appelaient, «Oh la viking» et je dis: «Non, je suis pas un viking, moi, je suis une valkyrie, une guerrière». Nordique et en fait, ça a aussi un symbole assez fort, je trouve, parce que c'est, une femme qui enfin, ça représente une femme forte, libre, déterminée, tu vois? Avec des longs cheveux, enfin bref, élancée et donc je m'identifie à elle, un peu, tu vois? Dans ce genre-là et ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir, des mangas dans la boxe, tu vois? Ou Ouais. genre, les surnoms, le la destruction ou la machine ou le bulldozer, tu vois? Je trouve ça un p enfin, c'est pas ça met pas trop en avant. Et puis le Ça Valkyrie, colle tu bien. gardes aussi quand même ce côté femme aussi. Peut-être que Ouais, du coup... voilà, c'est ça. C'était un truc Ok. que je voulais aussi, garder ma féminité et ce côté un peu plus guerrière dans le ring donc voilà, ça Ouais. ça colle bien. T'as toujours eu ce côté un peu bagarreur, Valkyrie du coup, la Garta. La guerrière au bouclier, bah, écoute, Ouais. ouais, depuis toute petite, j'étais un peu, garçon manqué et parce que j'aimais bien, jouer dehors, me chamailler, je voulais aussi défendre mes copines et donc j'allais, taper les garçons qui les embêtaient et trucs comme ça Ah ouais. mais c'est mais bon et puis après j'ai grandi bien sûr, mais j'ai toujours aimé ces ambiances un peu, tu sais, un peu électriques, tu vois? Ok. Des ambiances où c'est, personne n'est à l'aise, où, tu regardes un petit peu, vite fait. Tu vois, ça me fait penser un peu aux filles quand elles disent qu'elles veulent aller dans une salle de muscu ou une salle de sport, mais elles ont pas envie parce que, les gens, Ouais. les regardent un petit peu et au final, moi, je me sens bien parce que je m'en fous, en fait, je suis dans mon truc. Je suis focus et je pense que c'est, du fait que, mon père m'a vite, mis les pieds dans une salle de muscu. Lui, c'était un avec ma mère, Mhm. ils avaient une salle de muscu à l'époque, quand j'étais petite et du coup, quand à l'époque je faisais de l'athlétisme, il m'a dit: «Bah, viens, je t'emmène en salle de muscu pour que tu prennes un peu du muscle» Mhm. et du coup, bah, cette ambiance-là, que chacun fasse son truc, d'avoir des énormes Golgoth à côté de toi, Ouais. bah, ça m'impressionne pas, au contraire, je me sens en sécurité et du coup, bah, au final, j'y retrouve, la même ambiance dans les salles de boxe, quoi. Donc toi, on t'a inculqué ça très tôt. Qu'est-ce que tu dirais justement toi à ces filles ou même ces garçons qui sont un petit peu intimidés? Parce que c'est vrai qu'il y a même des garçons, moi je me rappelle la première fois que je suis rentré dans Oui, une oui, salle de oui. sport à 18 ans et que tu voyais les mecs, ça faisait 20 ans, ils étaient là à la salle, toi t'es là. Tu sais que le plus intimidant en vrai, c'est même pas les gars, enfin en tout cas je parle pour moi, c'était les machines. C'est t'as peur d'arriver devant un con, comme de passer pour un con parce que tu sais pas comment la machine elle marche, tu vois. Ouais, c'était vraiment ça le Tu frein tu dis, au début. tu dis: «Putain, mais comment elle marche, les mecs, ils vont se foutre de ma gueule parce que, je vais utiliser de la mauvaise manière». Mais, Exactement. écoute, bah, en Qu'est-ce que fait, tu leur dirais toi? bah, déjà, si ils ont quelqu'un, tu vois, comme moi qui moi, j'ai eu mon père qui m'a accompagnée au début. Si, par exemple, ils ont un collègue ou s'ils y vont peut-être avec une copine ou avec un copain, ça peut, soit qui en fait déjà, soit qui commence pareil, bah, y aller, peut-être avec une personne, ça peut aider. Après, honnêtement, sur internet, maintenant, tu trouves énormément de choses. Enfin, je veux dire, du contenu comme toi que tu partages, je pense que Mm. ça peut déjà, les aider et au niveau un petit apprentissage avant d'aller à la boxe pour savoir les nombres de séries, par exemple, les machines, comment faire, pas faire des mélanges un peu, bizarres dans une seule et même séance et ouais, je pense ça et puis surtout
se focaliser sur nous, quoi. Ouais. On se préoccupe trop de ce que les gens pensent, de ce que les gens, ils peuvent dire, Mhm. mais au final, ça c'est du vent, ça ne fait pas avancer. Focus sur ta séance. Moi, je veux dire, au début, avant, on se moquait de moi parce que enfin, on se moquait. Je suis pas tête de turc, je suis la tête de C'est turc, dire pardon, de qui ose se moquer personne. de toi? Est-ce qui Mais ose ouais, se mais moquer je de veux toi? dire, mais non, mais non, non, mais non, mais personne se moque de moi, mais me taquine parce que moi, je viens avec à ma séance, j'ai un carnet. À Hmm. l'époque, quand je faisais des coachings, j'ai un carnet où je regarde mon carnet et c'est noté. Pour moi, pour Mhm. mes coachings, que je faisais et au final, ça aide vachement. Parce que tu en vois trop, tu vois, ils déambulent dans la salle, ils savent pas trop quoi faire, dans Hmm. leur tête, il y a trop de choses qui se passent. Tu marques avant d'aller à ta séance, tu marques ce que tu as à faire, nombre de séries, nombre de reps, bam, tes temps de repos. Tu vas à la salle et voilà, au moins c'est Mhm. carré et tu pas ça à penser en plus, quoi. J'interromps brièvement cet épisode pour vous dire que je lance enfin mon programme d'accompagnement en podcast et en développement YouTube. Donc si vous êtes expert dans un domaine et que vous savez que vous devez poster, que ce soit sur Instagram, YouTube ou en podcast, mais que vous ne savez pas quoi faire, ou alors que vous essayez de poster régulièrement mais vous n'avez pas trop le temps avec ce que vous faites à côté, ou même encore que vous arrivez à poster régulièrement, ce qui est très dur, je le sais, mais que vous n'avez pas forcément les résultats escomptés, eh bien je suis là pour vous aider. Ça fait un moment que je coach des amis dans leur business en ligne ou même des gens que vous avez pu voir en tant qu'invité sur ce podcast. Et vu les résultats qu'ils ont obtenus, j'ai décidé d'ouvrir ce programme de coaching à plus de monde. Évidemment, vous vous en doutez bien, les places seront limitées parce que j'ai vraiment envie de m'intéresser à chacun d'entre vous et de prendre le temps de découvrir votre industrie si vous n'êtes pas dans le sport et de vous prodiguer les meilleurs conseils possibles en fonction de vos besoins et là où vous voulez emmener votre business en ligne. Donc, si jamais vous souhaitez qu'on travaille ensemble, il y a un petit lien en description avec un petit questionnaire à remplir et à laisser votre adresse email. Comme ça, vous serez dans les premiers tenus au courant lorsque ce programme d'accompagnement sera disponible. Retour à l'épisode. Donc, à quel moment, toi, du coup, la Valkyrie en devenir qui fait de l'athlé et va à la muscu avec son père, devient la boxeuse? Peu danse mes aimés. Mais alors boxeuse, j'ai commencé assez tard, à 19 ans. Je sortais de l'athlétisme et comme tu me disais, j'étais dans le 400 Ouais, mètres haies, donc rien à voir ok. et du coup, j'ai commencé dans un petit club ardéchois, en full contact. Donc là, c'est, de la boxe pied-point et les coups de pied au-dessus des hanches. Bon, j'étais dans un club qui faisait ça, donc je me suis adaptée et après tout de suite, je suis passée au kickboxing où là, c'était un peu plus violent au niveau des jambes parce que tu pouvais taper avec tes tibias, contre les cuisses. Ça faisait très, très Mhm. mal et donc j'ai Tu fait, m'étonnes. 4 ans 4 j'ai fait 4 ans d'amateur où là, j'ai été championne de France, à toutes les années et Mhm. ensuite je me dis: «Bah, allez, je passe semi-pro d'abord». Puis j'ai fait une année et après pro et du coup, bah, quand j'ai passé les portes de la salle de boxe au tout début, ça a été vraiment la révélation, hein. Honnêtement, comme, je te l'avais dit, j'ai commencé la boxe hors salle de boxe. On était avec des collègues, eux, ils voulaient un peu enfin se battre en même temps, c'est les mecs et ils voulaient se la donner un peu et on était dans une cave, garage et moi je dis: «Bah, allez» parce que voilà, j'ai toujours mon côté un peu, garçon manqué qui est là et du coup, bah, je me mettais voilà, on se faisait des sparring. Bon, c'est C'était Fight souvent Club, que je quoi. revenais, ouais, non, mais C'était ambiance Fight Club. voilà, il y a pas de vrai. Non, c'était bon après, c'était des collègues, donc ils étaient, gentils, mais bon après tu te reçois des coups dans le nez, forcément, bah, tu saignes et cetera et au final après j'ai eu envie de voir vraiment quelque chose de carré, d'apprendre quoi, parce que des techniques et donc quand j'ai poussé, voilà, la porte, d'une salle de boxe, vraiment c'était la l pas la libération, mais j'ai trouvé vraiment ce qu'il me fallait. Il y avait de la Mhm. rigueur, il y avait de la discipline, mais aussi il y avait cette liberté de pouvoir, lâcher, tu vois, de te faire plaisir. Ouais. C'était pas, mais tout en ayant du respect pour la personne qui est en face. Tu Mhm. vois, bah, il y a des clubs, voilà, d'autres personnes, enfin d'autres clubs qui mettent moins l'aspect respect, mais en tout cas là où j'étais, c'était ça. Est-ce que tu as toujours eu ce cadre, discipline, travail, ou c'est un truc que la boxe t'a apporté? Mais à vrai dire, c'est vrai que plus ça va, plus je mets le côté discipline en avant parce que je trouve qu'on en manque déjà dans la société actuelle et puis dans les personnes individuellement, heu, c'est à part, les sports, les sportifs, tu vois, style, musculation et cetera et puis même,
les sports de haut niveau, la discipline est toujours ancrée chez les gens, mais Mhm. au quotidien, je trouve que ça manque du coup, je pense que je l'ai toujours eu au fond de moi, cette discipline, puisque depuis que j'étais petite, mes parents m'ont très vite mis au sport m'ont inculqué, voilà, que même si c'est dur et ben il faut le faire. Quand il faut le faire, il faut le faire. Il faut pas se dire: «Oh j'ai pas envie, il pleut, oh ci, oh ça». Hem, Mhm. il faut pas forcément se poser la question et si tu as un objectif à atteindre, tu fais ce qu'il faut faire. Mhm. Du coup, plus ça et en fait, ça concordait carrément avec, ce que je voulais, faire, en boxe. Pour une carrière de boxe, c'est un sport qui est, difficile. Je crois que c'est le sport le plus difficile au monde parce qu'on va dire: «Oui, il y a d'autres sports qui physiquement sont hyper durs», mais quand tu fais du vélo, quand tu montes un col, il y a personne qui, à côté de toi, vienne te donner des coups de poing et ça, en fait, Mhm. c'est ça qui est horrible. C'est un sport de combat, tu dois performer toi personnellement et en plus de ça, tu dois faire attention à toi parce qu'il y a une inconnue dans l'équation, c'est l'adversaire qui est face à toi forcément, bah, la personne, elle veut te frapper, elle veut te faire Mhm. du mal, quoi. Mhm. Donc la discipline, la rigueur personnelle, c'est un point essentiel. Mhm. Donc ça c'est sûr. C'est les gens, c'est un discours qu'on entend souvent. Mais qu'est-ce que tu fais toi quand c'est toi avec toi-même, tu te lèves le matin, les jours ils sont durs, peut-être t'es deep dans le coaching, t'as vraiment pas envie d'aller faire ton footing ou d'aller faire ton sauna ou d'aller faire ton sparring 2-3 jours avant le combat. Genre qu'est-ce que tu te dis dans les moments vraiment durs comme ça? Là, tu vois, en plus, c'est hyper concret ta question parce que ce matin, je disais à mon copain, je dis: «Mais putain, j'ai pas envie, j'ai pas envie». J'avais mon coach, il m'avait prévu, une mise de gants à 9 heures. Tu sais, 9 heures, tu réveillé, mais ton corps, tes muscles, ils sont encore endormis, quoi. Mm. Donc je me dis, en fait, mais arrête de dire que t'as pas envie, déjà, de le verbaliser, quelque chose de négatif, après ton cerveau l'imprime et c'est pas bon. Donc il Mhm. faut toujours, heu, dire des choses, de la positivité et cetera pour que ton cerveau l'imprime et ton esprit, reste discipliné et au final, je me dis: «Beh, écoute Emma, tu es à même pas 2 semaines de ton combat, ça fonctionne tes entraînements, je regarde en fait toute ma préparation que ça a fonctionné et donc tu es sur le bon chemin, continue comme ça». Quand j'ai des moments de doute et ça m'arrive, hein, souvent et bah, c'est la discipline et non la motivation qui prend le devant. Ok. C'est c'est Ok. c'est ça la différence, en fait. C'est quand on n'a pas envie et ça arrive parfois, bah, il faut se dire, voilà: «Continue ton chemin. Ne te pose pas de questions, pose ton cerveau et trace». Donc tout à l'heure tu parlais de tes débuts en boxe, mais là aujourd'hui du coup tu as quitté le kickboxing pour la boxe anglaise, uniquement des points du coup. Comment ça s'est fait ce switch? Pardon. T'inquiète. Tu vu, grand saut T'inquiète. et Les gens qui nous écoutent sont probablement en train de boire un shaker aussi, donc t'inquiète pas. écoute, ouais, donc j'en ai fait 6 ans, à peu près, ouais, je crois 6-7 ans de boxe, de kickboxing, voilà, boxe pied-point. Donc après là, j'ai fait, mes 4 dernières années en pro et du coup, en 2020, je suis passée en boxe anglaise j'ai arrêté. Je peux confier des secrets? Enfin des secrets, des trucs, Vas-y, c'est à toi, c'est à toi de voir. non, mais en fait, ça c'est, avec mon coach, mon ex-coach, de pied-point. Je lui ai demandé, en fait, un peu plus d'implication de sa part parce que parfois je faisais, voilà, que du sac, quoi. Que du sac et en plus, il fallait que je gère, les cours, le cours, des amateurs, des loisirs Mm. je regardais un peu sur les réseaux et puis même moi, je me rendais compte que j'étais championne de France, championne d'Europe, en professionnel et je préparais un championnat du monde et je me dis: «Mais attends, je ne dois pas faire ça. Mon coach Mm. doit être, là à m'accompagner, me dire ce qui va pas et cetera» et je le voyais pas. Et donc, bah, je l'ai verbalisé, je lui ai dit: «Voilà, si tu veux», je lui ai dit: «Mais je peux faire, tu me dis quoi faire et moi je le fais» et bref, il a été, piqué dans son ego. Il m'a dit: «Écoute Emma, trouve ailleurs, prends tes affaires et va-t'en». Donc le soir même, j'avais même pas fini mon entraînement. Le soir même, j'ai pris mes affaires et voilà, C'est sans hardcore, club hein. SDF du coup, bah, à l'époque, je faisais déjà de la boxe anglaise et je suis partie dans mon club de boxe anglaise du coup, bah, voilà, je me suis dit: «Bah, changement, voilà, hop, on switch» et voilà. Mais tu l'as fait ce championnat du monde quand même. Et oui, 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 Ah oui. oui, tu as gagné quand même. Oui, oui, pardon, oui, j'ai fait, j'ai parce qu'en fait, j'ai fait du moment où je l'ai dit, oui, bah, il y avait un autre truc. Oui, bah, Donc je suis championne du monde. t'es allé mais sans coach du coup. Non, non, mais
En fait, dans ma préparation, dans la j'ai timeline? switché, en fait, les étapes. Un timeline, voilà. OK. Je préparais mon championnat du monde, je l'ai fait et c'est après, je me dis: «Mais attends, mais Mmh. c'est pas possible» et c'est après mon championnat du monde que OK. j'ai parlé à mon coach OK. et que je lui ai dit mes interrogations. OK. Tu m'étonnes. Ouais. Mais t'as pas cherché du coup à peut-être aller, t'entraîner à l'étranger, peut-être du coup changer de coach? Tu t'es directement dit: «Vas-y, j'en ai marre, allez hop, je switch carrément de discipline»? Bah, rester sur Marseille, il y a énormément de clubs à Marseille, Ouais. de pieds-points, de MMA, de tout ce que tu veux. À Marseille, ça caractérise vraiment, cette ville, s'il y a des Marseillais qui nous écoutent, je suis désolée, mais on a la quantité, pardon, on a la quantité, vraiment, à Marseille, mais on n'a pas forcément la qualité et Mmh. bon, il y avait un club qui était vraiment, qualitatif et je voulais aller, vers lui. J'avais pris contact avec le coach et cetera et en fait, le coach m'a répondu que: «Emma, je ne te prends pas parce que j'ai d'autres combattants et je n'ai pas envie que ton ancien coach qui est influent au niveau des organisateurs me refuse mes combattants puisque tu es dans mon club. Est-ce que tu Mmh. comprends?» Et en fait, mon coach, voilà, il y avait une peur, d'être boycotté parce que mon ancien coach avait, comment on appelle ça? Des relations, bah, proches, tu vois, avec les organisateurs de galas de boxe. Et donc Mmh. les gens me disent: «Ah putain, si je la prends elle, son ex-combattante, putain après il va me ruiner il va avoir les boules, il va me ruiner, au niveau des organisations». Donc voilà, ça c'était le problème et partir à l'étranger, j'avais pas de lien, de club, je connaissais pas de club à l'étranger et tout. J'aurais pu et au final, honnêtement, c'est un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas être Ouais. partie à l'étranger. Honnêtement parce que, même si je j'avais pas trouvé, de club avant de partir, enfin, tu es sûr, tu peux te tromper, mais au final après tu rebondis, tu rencontres des personnes et Mmh. cetera et d'être restée en France, même en boxe anglaise, au début de ma carrière, ça a joué parce que j'avais l'impression de tourner en rond et de dire: «Mais putain!» tu sais, de dire: «Mais Mmh. putain, il y a pas quelque chose de plus?» tu vois? Mmh. Ouais, ça, c'est un de mes plus grands regrets, mais on va en parler peut-être plus tard sur, Mmh. ma carrière, comment je la vois maintenant et Ouais. avec les liens avec l'étranger, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, surtout sur comment ça se passe, les ceintures, les orgas et tout en boxe, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens, je me bats pour telle ou telle ceinture, champion de France de trucs. J'ai l'impression que tous les gens que je connais, ils ont fait au moins un championnat de France et ils l'ont gagné, tu vois, en boxe. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là, peut-être toi dans tes KT, par exemple, dans quelle fédération tu es? Est-ce que toutes les fédérations se valent? Parce que parfois, il y a des combats undisputed de toutes les ceintures. Comment ça se passe un petit peu dans la boxe? Beh, écoute, oui, tu l'as dit, c'est qu'il y a il y a pas mal de ceintures et bon, je parle du côté boxe anglaise parce que c'est maintenant c'est ma discipline. Il y a 4 fédérations majeures, 4 ceintures. WBC, la ceinture verte qui est là, au final, la ceinture, que tout le monde recherche parce que c'est, la ceinture de Mohamed Ali et cetera, des références, hyper marquantes. Après tu as OK, WBA, IBF et IBO, punaise, je crois que c'est ça OK. Bon, et celle-là, c'est la moins bien, du coup. On l'en veut pas, la IBO. OK, très bien. on s'en rappelle même pourquoi on l'avait pas. Non, ouais et donc voilà, donc là, il y a ces 4 majeurs et en fait, chaque fédération je prends l'exemple de, la WBC, il y a différents stades, de ceinture. Par exemple, pour la francophonie, ils ont créé une ceinture WBC francophone. J'ai 2 fois cette ceinture dans 2 catégories de poids différentes. OK, En plume et en léger et donc voilà, je suis championne WBC francophone. Donc ça fait une ceinture. Ensuite, il y a WBC Méditerranée. Donc là, c'est, les pays, voilà, Maghreb, Europe du Sud, voilà, tout ce qui touche la OK. Méditerranée. Ensuite, il y a, WBC Amérique latine et en fait, toutes ces ceintures sont faites pour essayer de grandir et d'aller chercher, le classement le plus haut, tu vois? Tu as une ceinture W francophone, tu rencontres, une Méditerranée, bah, voilà, tu vois? Ça va un peu te permettre d'aller chercher, un peu plus haut les classements. Concrètement, ça, c'est du boxing business. Oui, c'est ce que C'est-à-dire j'allais que dire, chaque ouais. scène ouais, C'est pour hy en fait, c'est non, pour hyper les combattants que tu connais pas forcément. Tu arrives et tu peux dire: «Champion méditerranéen, champion machin» et cetera et tout. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce c'est ça. système où du coup, le public, il est hyper confus, enfin de l'extérieur en tout cas, et quelle est la valeur entre guillemets de toutes ces petites ceintures, par rapport que le au final la majorité des gens, qui sont à l'extérieur connaissent pas forcément, quoi?
Est-ce que ça Et dilue déjà, pas de faire plein de ceintures, bassin méditerranéen, machin truc? Est-ce que ça dilue pas, toi, le fait, du coup, d'être championne, quoi? Tu vois? Si tout le monde mais peut dire: «Je suis champion exactement. d'un truc». Et si tout le monde est champion, bah, toi, tu arrives Personne avec n'est ta petite champion. ceinture, tu dis: «Bah, personne en fait l'est parce que, tout le monde a une ceinture» et ça enlève la qualité, ça peut enlever, oui, la qualité, des combattants. Alors, pour expliquer, en fait, une ceinture, pas au final, c'est simple, mais en fait, tu peux tout faire, dans la boxe parce que si tu as de l'argent, tu peux acheter n'importe quoi. Tu peux organiser un Même la combat, ceinture. bah, en fait, tu l'achètes. Tu l'achètes, tu enfin tu l'achètes, il faut que tu fasses le combat, mais tu l'achètes, comment dire? Tu payes la fabrication de la ceinture. Elle coûte, moi la francophone, elle a coûté, 450, un truc comme ça. OK? Et en Donc fait, là, tu tu es en train de me achètes dire que tu payé ta ceinture, là? oh! Tu l'achètes non OK. mais ça elle a un coût de fabrication, mais en fait, Qu'est-ce je vais s OK. pe pour expliquer et j'en ça enlèverait à ma légitimité, mais je vais expliquer parce que j'ai autofinancé un de mes combats, parce que personne ne me faisait combattre. Donc moi, j'ai dit: «Les gars, vous ne voulez pas me faire Non, c'est un combattre, truc de moi, fou. j'organise mon combat». Je prends une organisation qui est déjà en place et je dis à l'organisateur: «Écoute, est-ce que tu as une place pour un combat et on va faire une ceinture?» Le mec, il me dit: «Bah, super», tu vois? Je lui apporte la plus-value à son gala d'une petite ville, au vers Aix. Et du coup, moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je paye, les, merde, il faut que je paye la ceinture, il faut que je paye les officiels de la fédération, il faut que je paye, ma combattante, la faire venir et cetera. Mais la combattante, c'est pas moi qui l'a choisie. Tu vois? Je peux pas prendre, la péguu du coin, tu vois? Je suis obligée de prendre une fille qui est acceptée par la fédération. C'est pour ça que ça remet un peu, les idées en place. C'est la ceinture, tu peux la faire parce qu'elle est vacante, mais les 2 adversaires doivent être validés par la fédération. Donc attends, c'était une C'est-à-dire ceinture, c'était un titre qui existait déjà, mais qui était oui, vacant oui, personne ne et que tu combattait as pour elle. demandé de vous mais comment ça se fait que personne ne combat pour un titre vacant? Et la fédé, ils Bah, veulent parce pas que faire ça coûte combattre de des gens? l'argent. Ah, parce que ça coûte de l'argent. Mais la personne qui l'avait le titre avant, elle fait quoi? Elle est partie en retraite, Bah, elle a donné? je sais Elle est pas. partie? Peut-être elle est partie en retraite, tu vois? Peut-être elle est partie en retraite et personne s'est dit: «Bah, je vais faire une ceinture francophone», tu vois? Et donc moi, je voulais faire un titre. J'ai vu qu'il y avait la ceinture, WBC francophone vacante. Tu choisis, en fait, tu as des listes de filles, tu proposes à la fédération. Est-ce qu'elle oui, est-ce qu'elle non? Ils m'ont refusé une combattante parce qu'elle était pas assez, elle convenait pas, elle avait pas assez de victoires ou un truc comme ça. J'ai proposé une autre et là, ils l'ont acceptée et du coup, bah, Mais du attends, coup, ça mais s'est fait. je sais que tu es pas une historienne de la boxe, mais selon toi, comment on en est arrivé là en boxe où genre les gens veulent pas financer des combats, on sait pas qui a quelle ou telle ceinture, heu et toi tu es obligé d'autofinancer ta ceinture, de toi-même faire le matchmaking, toi-même, faire venir la meuf et tout, genre comment on en est arrivé là en boxe? Pas Ah, possible. je me pose la question. Ouais, après, historiquement, je sais pas, mais je quoique, je pense, en fait, que avant en France, bon, peut-être pour, les connaisseurs, il y avait, des promoteurs Mmh. importants, c'est la famille Acariès et en fait, eux, ils organisaient des gros combats à Marseille, à Paris, entre autres. Après, je connais pas tout ce qu'ils ont fait et en fait, eux, ils avaient un contrat avec la télé, avec Canal+ et donc en OK. fait, quand tu as Canal+ qui retransmet, bah, les combats en direct, la population et bah, connaît la boxe, a envie de regarder, se lève le matin, voilà, pour regarder, enfin, ou reste éveillé le soir pour regarder les matchs de boxe. Maintenant, il y a Mmh. plus aucun contrat avec la télé. À Il y a plus de part droits télé? RMC Sport, voilà, il y a plus de droits Ouais. télé. C'est très rare, où il faut payer et cetera, et les gens, en fait, sont un peu, rebutés, là-dessus et Mmh. qui C'est dit Yoka qui a niqué le que business là, non? Parce que ah beh, bon, Yoka, il avait un Canal, ils étaient contrat de derrière lui de fou! fou et maintenant qu'il perd, Canal, ils ont dit: «Vas-y, on arrête la boxe». Mais est-ce que tu imagines, bon, on fait une parenthèse, mais est-ce que tu imagines l'argent dépensé pour ce mec? Ils ont investi, ils ont Ouais, cru en je lui, sais, je OK, me le rappelle mec, il est champion le il est champion documentaire, ouais. olympique, go! Ah non, enfin bref, Ouais. c'était incroyable. Enfin bref et dommage, ils ont pas parié sur le bon, cheval, mais bon Ouais. et du coup, beh, en fait, plus de télé, bah, les gens, ils veulent plus en ils sont plus demandants,
Donc demandeur, pardon. Et donc en fait, c'est l'effet papillon, quoi, et donc après dans les Galbox et bah, il y a de moins en moins de personnes, de spectateurs et donc du coup, bah, les boxeurs, ils sont de moins en moins payés Mhm. parce que les organisateurs n'arrivent pas à rentrer dans leurs frais et donc Mais tu te retrouves un état combattant. J'ai été championne de France, j'ai combattu, à l'étranger jusqu'au Canada et cetera et là, en France, on peut pas ou on veut pas et surtout si on fait combattre, c'est pas à ma juste valeur. C'est-à-dire mm, qu'au niveau, la bourse qu'on me donne, c'est pas ce que je vaux mm, et donc je dis: «OK les gars, je l'organise moi». Tu vois? Et ouais, c'est pas le seul combat que j'ai ouais. autofinancé. Mais à quel moment? Parce que je suis en train de me dire, alors ça va peut-être paraître hyper con s'il y a des boxeurs qui nous écoutent et tout, mais dans tous les autres sports, c'est centralisé en fait. T'as la fédération française, du coup, t'as un chemin qui est clair vers le championnat de France. Tout ça, c'est organisé avec l'argent des licenciés de la Fédé, on est d'accord. Et après, t'as un chemin qui est organisé. La fédération française, elle est affiliée à un gouvernement international où il y en a qu'une seule Fédé et qui a un chemin tracé pour peut-être championnat d'Europe et championnat à l'international, championnat du monde. Moi, je fais du powerlifting, c'est comme ça. Entre guillemets, dans les autres sports aussi, c'est comme ça. Basket, c'est comme ça et tout. Comment ça se fait qu'en boxe, c'est un système de moi, je suis promoteur, allez, je fais mon matchmaking avec tel combattant que je prends de tel truc, on fait notre combat, et puis après, il n'y a plus rien, entre guillemets. Genre, Ouais, je t'avoue que, c'est vraiment une question que je me pose et j'ai pas encore trouvé la réponse. C'est que, dans tous les autres sports, effectivement, tu as des, licenciés, qui payent, voilà, une licence, à la fédération. Il y en a qu'une en seule, bon, boxe nous, c'est aussi, non? la Il y a ça fédération de aussi. boxe, Si demain je vais aller mais m'inscrire en boxe non, loisir mais oui, tu peux, mais ou sauf que compétitif. nous, en tant que pro et ben, en Ouais. fait, en fait, peut-être c'est ça qui différencie, la boxe à un autre sport. C'est qu'il y a la boxe professionnelle et la boxe amateur. À Donc l'athlétisme, par amateur, c'est exemple, clair et net, et c'est quand tu passes en pro que en c'est fait, plus compliqué. amateur, ouais, tu étais, exactement. En fait, par exemple, en athlétisme, tu es tout le temps, tu considéré, tu étais ni pro ni amateur, tu as un seul, voilà, tu étais il y a un statut élite, mais il y a pas, tu Ok. vois, une barrière qui différencie les 2. Là, au final, la boxe amateur et la boxe pro, c'est 2 écoles différentes, en fait. C'est 2 sports Hmm. différents. C'est-à-dire qu'en boxe amateur, pour remettre les règles, tu as un casque, les minutes, pour, les femmes, c'est, 3 fois 3 rounds de 3 minutes. En professionnel et bah, les rounds sont de 2 minutes et la différence, c'est que quand tu fais un combat en professionnel aussi, tu as un contrat qui te lie à l'organisateur et qui te lie aussi, à Hmm. l c'est un contrat sur l'honneur, à ton adversaire et tu es rémunéré. Tu as des Mhm. règles de poids et cetera et donc en fait, je pense que la fédé pense que puisqu'on est rémunéré par l'organisateur, elle nous aide moins. Mhm. Elle nous aide moins à l'organisation de combats et cetera. Mais au final, tu veux faire un championnat de France professionnel, tu dois payer encore une taxe à la à la À la à la Fédé. Fran à la fédé et tu dois payer en plus aussi tes officiels. Donc au Mais ça, c'est le final promoteur qui devrait payer ça, c'est pas toi. oui, 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 c'est le promoteur, oui, mais le Ok. promoteur, en fait, c'est comme si Du coup, c'était il a pas d'incitation à le faire, en fait. mais pourquoi il le ferait, tu vois? C'est Ah ouais. comme, en fait, c'est un État français, mais à plus basse, échelle. C'est-à-dire Hmm. que un promoteur, c'est une, société, c'est une entreprise. Ouais, bien sûr. Elle a envie d'embaucher mais putain, mais si elle embauche un mec, elle va être taxée le la moitié du salaire qu'elle va donner au mec, ça va être des taxes. Ok. Enfin, le salaire, elle va le payer fois 2 parce que ce sera des taxes. Donc en fait, les promoteurs, bah, ils disent: «Bah, nous, on va faire des petits galas», en France, hein, «des petits galas, ça va pas nous coûter trop cher et on va rentrer dans nos frais et on va faire du spectacle, on va faire, venir des boxeurs, de la région et ça va faire venir, bah, du monde». Mais je leur tire mon chapeau à ces mecs-là parce que c'est eux qui font quand même vivre la boxe, Tourner l'économie, professionnelle. ouais. Mais c'est ça l'économie de la boxe, mais au final, on reste à bas niveau parce qu'il y a pas Ouais. de challenge, il y a pas de tu vois ce que je veux dire? Et on est Il obligé y a... après, nous Français, de s'exporter à l'étranger et bah, vu Hmm. que tu es à l'étranger, bah, bam, tu te fais, pas En fait, forcément j'ai l'impression que ça manque d'une vision globale. En fait, c'est un micmac de tous les gens qui sont là pour leur pomme, entre guillemets, ce qui est normal, business, etc. et tout, mais sans la vision globale de essayer d'emmener, de tirer un peu tout le monde vers le haut pour que le business global de la boxe en profite, tu vois, en ah bénéficie. mais,
Mais ça, C'est c'est que ça, comme pardon. c'est pas du tout centralisé, en fait. Comme c'est pas du tout centralisé, tout le monde a ses intérêts perso et fait son truc Bah, de son côté un peu. J'ai l'impression que c'est ça, quoi. mais c'est exactement en fait, c'est, les gens, j'ai l'impression, voient à court terme. Mm, Pas à l'instantané, tu vois? «Ah, on va mm, faire une soirée, point». Alors mm, après, bien sûr, il y a des soirées qui ont plusieurs, éditions et ça fonctionne plutôt bien à l'extérieur. Mais quand tu es combattant, je te jure, hein, que tu pas bien, c'est pas bien du tout. Je vais mm. pas donner de nom encore une fois, mais mon dernier combat que j'ai fait à Marseille, en avril, tu devineras jamais combien j'ai reçu, le chèque que j'ai reçu. Je te le 480 €. J'ai regardé le Non, mec, tu sais quoi? J'avais envie, je vais lui dire: «Reprends-le garde-le. ton putain de chèque». Parce que tu es même pas capable de me faire un chiffre rond. Sur 480, rajoute-moi 20 €, même si c'est de ta poche, mais au moins ça fait 500 € quoi. Non, Mais attends, tu savais pas que 480 t'allais te payer limite ça avant? Tu savais pas? si, mais je vais t'expliquer. En fait, comment on appelle ça? Les organisateurs, ils ont un budget par combat. Ouais. Bon après là, je te parle au niveau français, hein, parce qu'à l'étranger après c'est autre chose. Et en fait, pour mon combat, il y avait un budget de 4 800 €, un truc comme ça, ou 4 000 €. Bref, à peu près moins de 5 000 €. Et donc ils voulaient faire, venir une top fille, donc une fille de haut niveau, et donc une fille de haut niveau, bah, qui coûte cher. Et donc elle, c'était une Italienne. Elle voulait venir avec, 2 personnes, donc il fallait payer le trajet, l'hôtel, la bouffe pour elle, son coach et un autre mec. Donc là pour 3. Sa bourse, elle devait être, élevée. Et elle voulait arriver pas le vendredi, mais le jeudi. Donc nuit d'hôtel, tu as compris, tout ça en charge. Et au final, sur 4 800 €, et ben, en fait, tout a été pour mon adversaire, pour la faire venir et sa prime de combat, et moi, il me restait que 480 €. Donc en fait, en tant que combattant, tu es là. Tu dis: «Bon, est-ce que je combats pour rien?» parce que 480 Mm. € c'est rien, «ou est-ce que je ne combats pas?» Tu vois? Et en fait, tu as un peu le cul entre 2 chaises. Tu dis: «Est-ce que je fais ce combat parce qu'il va m'apporter de l'expérience, la fille en face est bonne, elle va me faire progresser, je prends un risque, tu vois? Ça va être bien, il faut me challenger», ou tu dis: «Non, non, moi je veux être payé», mais donc ils vont te, prendre une fille pas très, très bonne, et bah, tu vas gagner peut-être 2 000 €, mais tu auras pas progressé, tu auras pas évolué, quoi. Donc Non, mais c'est là, en fait, c'est le segment parfait pour quid maintenant des combats d'influenceurs de boxe. Parce que je vais même pas parler de Mike Tyson contre Jake Paul là sur Netflix qui a eu lieu, mais on va en parler parce que ça a eu lieu la semaine dernière là. Mais regarde l'événement par exemple, je pense que tu connais de d'Ether là, qui va avoir lieu là en décembre avec tout, je sais pas si ça te dit quelque chose, Rebeu d'Ether, un truc comme ça qui s'appelle, c'est un streamer. Les mecs ils ouais. remplissent, t'as jamais entendu parler de ça? C'est là en Non. décembre, ils remplissent Bercy avec que des, tout mon respect à eux, hein, mais des streamers qui ont jamais fait de boxe, tu vois. T'as Ouais. des mecs qui ont jamais fait de boxe. Et les mecs, ils remplissent Bercy, donc 30 000 personnes. La billetterie, je sais pas combien ça a coûté, mais ça au moins 40 € minimum la place. Et alors, ils ont même pas besoin de thunes, tu vois, ces gens-là, mais ils vont faire un billet. Et donc, j'ai l'impression que, vu ce que tu me dis, que toi, t'es payé 480 € pour aller battre une meuf, pour aller te la mettre contre une Italienne qui est grave forte et tout, genre, tu ferais mieux de faire pendant 3 4 ans youtubeur et streamer et t'entraîner à côté, et demain te dire vas-y je fais un fight de streamer pour gagner ta vie en boxe. Aujourd'hui, si tu veux vraiment gagner des sous en boxe, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faire quoi. Mais c'est un peu ça, tu as Plutôt que de résumé le farcir truc. 50 combats en amateur, te faire marbrer la gueule pour rien, et non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est en fait maintenant, tu dois être, en tant qu'athlète, de haut niveau, boxeur professionnel, tu dois être et boxeur, donc performer, t'entraîner, être discipliné et cetera, faire attention à ce que tu manges et cetera, et faire attention également à ton image, et faire découvrir, en fait, t'ouvrir un petit peu aux gens en diffusant et tes entraînements et tes états d'âme, et en fait ta vie. Et en fait, il y a des gens qui le font extrêmement bien en boxe anglaise, en MMA. Je sais pas si tu vois qui c'est, moi je sais pas quel âge il a, mais il a l'air plus jeune que moi, donc Mhm. je sais pas Denis, comment il ouais. s'appelle. Ouais, voilà, et lui, il le fait extrêmement bien, et Ouais.
il s'est fait connaître parce il a darté des Sur mecs, Ibra, sur, dans un c'est terrain de ça, foot, Ibra TV, sur ouais. Ibra TV, ouais. Ouais. C'est ça. Donc il a défoncé des mecs avec sa petite gueule d'ange. Il s'est dit: «OK, il y a un truc à faire». Il est intelligent le mec. «OK, je vais faire des vidéos» et ça va fonctionner et les gens, en fait, sont hypés là-dedans et ça les fait venir au combat et au final, il y a pas de télé, mais il y a des mecs, qui utilisent, leurs dons sur, comme lui là, sur le ring et tout, son don de boxeur. Et il allie ça avec, de la vidéo et ça fonctionne. Après, il y a le côté, influenceur, donc ça c'est Ouais. compliqué à trouver une place, vraiment à choisir un parti. Je pense que ça apporte, de la visibilité, pardon, ça c'est certain, pour les sports de combat, la boxe et cetera. Mais alors, quelle visibilité ça apporte? Mm. Est-ce que c'est du bon public? Est-ce que, c'est du public qui va apporter, quelque chose à la boxe? Quelque chose, je veux dire, est-ce que ça va la faire évoluer? Est-ce que ça va donner Ouais. envie aux télés de faire diffuser ça, ces événements? Je sais pas. J'ai dit, en fait, j'ai l'impression que de ce que tu me dis, je vois pas comment ça peut aider les pros. Alors oui, ça va motiver les jeunes à enfiler des gants de boxe, à commencer la boxe, ça va mettre de la structure, discipline, etc. C'est super. Mais pour les pros, j'ai l'impression que ce que ça fait pour l'instant, en tout cas sur le court terme, ça oblige des pros, des mecs qui ont des méga ceintures. J'ai vu qu'après le combat contre Mike Tyson, je sais plus comment il s'appelle, un champion de boxe, je sais pas si c'est un Ukrainien, un Lituanien ou je sais pas, un mec de quel caté il a call out Jack Paul, genre sur Twitter, tu vois. Et tu te dis, frérot, t'es multiple Oui, champion de oui. boxe, ça se trouve, t'es en 27-0. Et maintenant, c'est tous ces mecs-là qui se foutaient de la gueule de Jack Paul en mode, allez, rigolo, youtubeur. Maintenant, c'est toi qui le call out en mode, vas-y, viens me boxer et tout, on fait un combat, on se fait de Bah, parce l'oseille. que Genre, ça devient parce que ridicule. Tu oui, vois, oui, ça ça s'est retourné. C'est les pros qui call out les youtubeurs maintenant, tu vois. c'est ça et ça, bah, ouais, parce qu'en fait, imagine que Mike Tyson, il a pris plus de 20 millions. Il a pris au moins, comme on disait, au moins Ouais. 20 millions. Et les mecs, mais bon, c'est, comment il s'appelle? Arthur, Beterbiev et il y a lui, il a appelé. Il y a aussi, Mm. je crois, Canelo. Je sais pas s'il a appelé. Et après, il y a des mecs du MMA aussi, du Ouais. bare knuckle qui l'ont Tous. appelé. Et tous étaient là comme des petits chiens. Putain, mais ayez un peu de l'honneur, les mecs. Je te jure. Enfin, je veux dire, putain, 20 millions, il a plus d'honneur. T'imagines, le gars, il a plus de 200 combats. En une nuit, il peut prendre plus que tout ce qu'il a pris dans sa carrière. mais bien sûr, mais bon, enfin, je veux dire, pour moi, je trouve c'est putain, oh, il Ouais. faut les porter, enfin, tu un truc quoi, t'es un boxeur mec, il y a tout le monde qui te regarde avec tes yeux comme ça et heu et voilà. Alors après moi je jette pas la pierre à Jake Paul, il a fait son truc. Il a pris peut-être, pas le truc à l'envers ou à l'endroit, je sais pas, mais il a été traité de tous les noms parce que c'était un youtubeur, mais maintenant, à l'heure actuelle, c'est un vrai C'est un boxeur. Le boxeur. mec Ouais. le mec, il s'entraîne, il est carré, il est à mon avis plus discipliné que certains boxeurs et pourquoi il peut le faire? Parce qu'avant, il a fait, de l'argent avec ses vidéos. Sinon, il aurait pas pu le faire, ça aurait été Mm, mm, un boxeur français qui s'entraîne dans une salle, qui essaie de faire des combats et ça aurait pris pour que sa carrière se développe et arrive à son maximum, mais ça aurait pris des années. Ça, en France, on mm, perd du temps parce qu'on n'a pas d'argent. Et on n'a pas d'argent, je dis pas, je fais pas l'aumône, mais c'est qu'en fait, les entreprises n'ont et les médias n'ont pas envie de mettre de l'argent dans la boxe parce que mm, il manque un truc, tu sais pas ce que c'est, mais ça leur colle pas. Alors après, on va dire: «Ouais, on va vous amener du monde». Ouais, mais c'est quel monde? Est-ce que c'est d on va pas envie dans le public d'entendre, «Nique sa mère, ni C'est bon, c'est mm, moche, on veut pas ça mm, et on veut, des gens sportifs qui se la donnent, mais avec du respect et le respect, mm, c'est dans le ring et dans le public aussi, quoi. mm. Donc ouais, Mais je pense c'est que, compliqué. parce que là, ça fait le parallèle parfait pour le MMA, parce que le MMA, du coup, c'est un peu ce à quoi on peut le comparer, c'est le produit en vogue qui marche en ce moment. D'ailleurs, pour la petite anecdote, tu sais, je suis allé sur la scène RMC Sport, et j'ai regardé le Ouais, top 10 des vidéos populaires, les plus populaires. RMC Sport, ça fait depuis combien de temps qu'ils ont le MMA? Peut-être 2 ans, un truc comme ça? 2, 3 ouais, ans? c'est ce que j'allais dire, hein. La chaîne, elle a plus de 10 ans, la chaîne. Tu regardes le top 10 des vidéos les plus populaires. 8 sur 10, c'est des combats de MMA. C'est des highlights de MMA. Alors que Et ça ouais. fait que 1 ou 2 ans qu'ils publient les highlights sur RMC Sport, tu vois. Ça, c'était pour la Ouais, non, petite c'est ouf. anecdote. Alors oui, le système de Dana, il n'est pas parfait parce qu'il a la main mise sur les combattants, il les paye une misère et tout, mais bon. Le fait que ce soit centralisé, du coup, j'ai l'impression que du coup, c'est beaucoup plus clair et lui, il a un bénéfice à hyper les fighters. Là où
Du coup, pour un promoteur versus un autre promoteur, t'as pas de bénéfice à faire de la promo sur le combattant en face, si ce n'est le jour J ou les 2 semaines avant pour hyper ton combat. Mais du coup, t'as pas de bénéfice sur le long terme à hyper un combattant. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'en boxe, genre, c'est hyper important ton record, tu vois, de pas avoir de défaites. C'est hyper important d'avoir plein de ceintures, même si on sait pas lesquelles, pour que essayer d'intéresser le public au combattant si tu fais pas l'effort, toi, d'être sur les réseaux, de faire ton truc un peu, on te connaît pas, tu vois. Alors que le MMA, genre, j'ai l'impression que du coup, c'est plus permissif, tu peux plus perdre et tout, parce qu'il y a ce storytelling où, même si tu perds, la MMA te hype, l'UFC te hype parce que tu combats bien, tu as une manière spectaculaire, ou tu vois, t'es pas Deep Pimblet, tu as un accent, je sais pas, il y a un storytelling, ils arrivent à faire tout ce truc Yes. qui fait que même si tu perds ou que tu gagnes, tu vois, t'es bankable et tu peux leur permettre de générer de l'argent. Alors après, ça, c'est possible parce qu'effectivement, eux, ils ont la main mise sur tous les contrats, donc ils peuvent faire le matchmaking qu'ils veulent. S'ils disent, toi, tu combats un tel, t'as pas le choix, limite, à moins que tu sois John Jones et tu peux faire changer les règles. Mais bon, ça, c'est parce que c'est John Jones, tu vois. Mais bon, c'est un peu abusif aussi, il n'y a pas que des qualités. Mais ça fait que, attention, eux aussi, ils ont galéré et tout, parce que j'ai écouté pas mal de podcasts sur Dana White où il explique les débuts de l'UFC, tu vois. Mm. Mais aujourd'hui, ils ont un produit qui est grave bankable et tout le monde veut investir dedans, les sponsors, ils mettent de l'argent et tout le monde veut mettre de l'argent. Enfin, tu vois bien que maintenant, les mecs capotent Ah avec le bah président ouais. des États-Unis, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'en boxe, ça manque un peu d'un mec qui veut pas faire le Dana White, mais veut chapeauter et veut faire monter sa promotion, mais pas que pour ses fighters, mais pour devenir un petit peu le hub central, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un peu, comment il s'appelle Tu parles en boxe anglaise le... aussi? Ouais, le gars le manager de Katie Taylor. Il en Oui, a plein, Eddie Hearn, là. Le Eddie Hearn, voilà. Lui, il essaye un peu de faire de ça, tu vois, Matchroom. à son Ah échelle. mais lui, il l'a fait honnêtement. Ouais, En boxe, il y a des, promotions dans le monde, mais elles sont pas françaises. Elles sont ouais, américaines. Il y a Boxer, il y a, Top Rank, il y a, ouais. Matchroom. En fait, c'est, tout ce qui est anglophone. Sans Ok. déconner, hein, pardon, je mets la vidéo. Sans déconner, en fait, c'est ça. C'est tout ce qui est anglophone. Angleterre et États-Unis. C'est, Ouais. ils ont, un truc, en fait, avec les sports de combat, qui touche et ils savent y faire. Au niveau organisation, storytelling et tout ça, c'est ultra Mm, important et aussi au niveau, bah, du public parce que ils touchent le public et le public, mm, adore ça et tu as dit un truc, hyper important, c'est, en MMA, que ce soit à l'UFC, au PFL ou même, regarde le KSW là, il va y avoir le choc, Parnasse contre, Varela, mais ils ont fait un storytelling de fou. C'est 2 Français et l'organisation elle est polonaise. Tu te dis: mm, «Mais eh oh!» et nous, on est en France, on n'arrive même pas à faire un truc français quand c'est 2 Français qui combattent, tu vois? Et mm. au final, hem, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'en fait, c'est l'investissement, sur, le média. C'est-à-dire que, quand il y a une organisation de MMA qui se met en route et qu'il y a des gros combats qui sont attendus et ben l'organisation fait, venir des vidéastes, des trucs comme ça pour chez les mecs. Donc ils vont les interviewer dans leur Mm. club, ils vont les filmer et cetera et ça, voilà, ça c'est on s'introduit enfin le public s'introduit dans la Ouais, bien vie sûr. du combattant et il a l'impression de les connaître et il peut prendre parti pour un tel ou pour un tel et en boxe anglaise, on arrive, nous, hop, c'est le jour du combat, tu vois? Et Mm, donc les gens disent: «Ah c'est qui?» Tu vois? mm, 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 mm. Et je pense qu'en fait toute cette trame qu'il y a avant manque. Alors après, il y en a qui vont dire: «Oui mais tu peux le faire toi». Bien sûr et c'est ce Ah, que mais je t'as pas que fais. ça à faire, Je me c'est ça le mais truc. je rame. Et Ouais. j'ai que 2 mains et mes mains et la plupart du temps, elles sont Ils avec sont des là gants, pour quoi, boxer. dessus. Ouais, Tu ouais. sais, j'ai Ah, mais des c'est gants, vrai. quoi et Ouais. du coup, mais je t'avoue que personnellement, bah, j'investis, tu vois, pour ce combat, du 7 décembre et ben je paye un vidéaste pour qu'il vienne, Mm, me filmer, pendant mes séances, qu'il vienne, pendant la pesée et la conférence de presse, pendant le combat et cetera. Mais c'est de l'investissement mais putain, on peut pas tout faire, quoi. Et ouais, c'est clair. après encore une fois, je jette la pierre sur personne parce que tout le monde fait avec les moyens du bord. Mais il y a Mm. quelque chose qu'il faut changer et je sais pas si à quel niveau il est, quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça. Enfin, moi, je suis très extérieur à la boxe, hein, je regarde très vite fait, mais enfin, j'ai l'impression que c'est des trucs, c'est tellement ancré. La boxe, c'est tellement vieux comme sport, il y a tellement de gens, d'intérêts différents et tout, que je pense que ça va.
sur des générations qu'il faut changer le truc, tu vois. Je sais même pas si un jour tu Ouais, pourras parce que changer le truc, quand quoi. tu par quand tu parles comme ça, je me dis: «Mais putain, ça se trouve la boxe elle est terminée quoi, ça va s'estomper, il y a plus personne qui Non, va ce faire de la sera boxe, jamais tout le monde va fini. faire du MMA». Non, Mais ce sera jamais fini parce que tout le monde aime, tu vois, voir des gens se taper sur la gueule, tu vois. Mais je pense qu'il faudra un mec pour révolutionner le truc, comme, tu vois, genre comme un Dana White, il a révolutionné le MMA, tu vois. ouais, ouais et aussi on avait parlé là juste avant que les personnes pensent à l'instant, tu vois? Mm, Le plaisir instantané et quand tu regardes un combat de boxe et ben le plaisir mm. instantané, il est tout sauf là. C'est-à-dire que un combat de Ça, MMA, c'est 3 fois c'est, 5. ouais, Un combat de pieds-poings, c'est 3 fois 3. Donc en fait, tu es là, tu es: «Putain, je veux rien faire à côté parce qu'il faut pas que je loupe une seule loupe un seconde. truc. Parce que Ouais, c'est vrai. sinon je vais louper un truc». Un combat de boxe, c'est des échecs. Quand Ouais, tu as un championnat du monde masculin, c'est 3 minutes sur 12 rounds. Oh mais ouais, c'est des échecs et ça monte ouais, progressivement. Alors bien sûr, parce que tu as des pics d'action qui sont ouais. incroyables, Non, pendant c'est un vrai. round, mais c'est quelque chose il faut vraiment comprendre et dire: «OK, le mec il fait ça parce qu'il a envie de le saper au corps et après il va remonter à la tête». Mais si tu le regardes comme ça, sans rien y connaître, tu vas dire: «Mais qu'est-ce qu'il fait lui?» Toi tu vas dire Mm. tu vas pas comprendre. Ouais, si c'est Alors pas c'est une KO au tactique. premier round, parce que je vais C'est dire, ça tu vois. et je pense que ça y fait quoi, putain on se fait chier quoi. Je pense que les gens ils «Oh c'est Ouais. trop long» quoi. Ouais, j'avoue que je Ouais, c'est regardais, dommage. c'était Bakary Samaké là, qui a combattu récemment là, Ouais. contre je sais plus qui. Et c'est vrai que je regardais le match parce que justement, lui, c'est un boxeur explosif et tout de base, de ce que je voyais et tout. Et c'est vrai que là, le dernier combat, après, j'imagine pour lui, c'est mieux, il se gère mieux et tout, il a le temps de voir venir, il peut gérer et tout, voir ce qu'ils vont en eau profonde et tout. Mais c'est vrai que le dernier combat, je me disais, putain, c'est un peu long quand même, c'est un peu. Tu vois, genre. C'est pas ce à quoi je m'attendais, tu vois. Et pourtant tu dis ça, mais Bakary, il a fini, au 7e round sur 12. Ouais, ouais, Donc tu te dis, tu vois, moi qui suis habituée ou un mec qui la boxe anglaise, il se dit: «Putain, c'est correct», tu vois? Enfin, ouais, ouais, ouais. mais bon, oui, 7 rounds de 3 minutes, putain, peut-être c'est j les gens, peut-être, ils regardent leur téléphone: «Putain, bon, il est quelle heure là? Quand que Ouais, tu finis, mec?» Je pense que c'est ouais, c'est aussi vrai. et on est trop habitués, enfin, on est trop les gens sont habitués à quelque chose de: «Allez, il faut que ça soit rapide» et Je pense là, que on leur la demande culture des highlights aussi, ça a pas aidé, tu vois. Le fait qu'il y ait les réseaux ouais, sociaux, comme c'est très visuel, les gens, ils ont l'habitude de voir «Oh, regarde ce KO incroyable!» Tu vois juste 5 secondes d'un combat qui a même en ouais. MMA, hein, qui a pu durer 25 minutes, tu vois? Et donc du coup, les gens, ils veulent tout de suite voir le clip, tu vois, qui va faire, «Waouh!» et passer à autre Ouais, chose. ouais, Alors que c'est vrai que du c'est coup, la ça. boxe, ça s'y prête C'est vite, pas tu trop. regardes: «Ouais, tu as vu le combat?» «Oui, bah, j'ai fait un highlight». Ah non, c'est Ouais, pas forcément le combat, quoi, c'est tu vois? pas ça, ouais. Mais bon, Et puis voilà, ça aide pas à éduquer le public aussi. C'est vrai que du coup, ça fait non. beaucoup de gens qui tombent dedans grâce aux réseaux sociaux et qui sont là un samedi soir, qui veulent se brancher, voir un truc un peu stylé et passer à autre chose, tu vois. Dans tous les sports, pour faire vivre un sport, il faut de tout. Il faut les gens hyper éduqués sur le sport, les connaisseurs, et puis il faut les casus aussi. Tu vois, parce que sans les casus, Ouais, si tu veux des droits télé, tu veux les gens qui se connectent qui se connectent sur Netflix et tout et qui vont pas au stade, c'est eux, tu vois, aussi qui font vivre le sport. Donc c'est important et tout, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, globalement, tu dirais que toi, ça a été un plus ou un moins pour ce genre de truc au niveau de la boxe? bah, comme je te dis, tu vois, c'est comme les influenceurs, je pense que ça apporte de la visibilité, mais quelle visibilité ça apporte? Les réseaux sociaux, bien sûr, je pense que c'était, quelque chose qui était important et même nécessaire pour les combattants. Parce que, je me rappelle à l'époque, quand je prenais des vidéos et des photos, j'emmerdais mon coach. Il dit: «Mais attends, mais Imma, tu arrête avec ça». Je dis: «Oui, mais si personne ne me connaît, Mm, personne va me faire boxer» et au mm, final, bah, c'est ça et maintenant, c'est devenu à toujours qui va en faire le plus. C'est ça que c'est ouais, dommage. C'est qu'après il y a on est tombé dans un truc de nos limites. On n'est plus dans un quelque chose où regardez comment je m'entraîne, regardez ce que je sais faire. On est dans regardez, le truc de fou, et que, je suis sûre que toi tu vas pas pouvoir le faire parce que c'est tellement dangereux ou c'est tellement, n'importe quoi que mm, tu vas pas le faire. C'est dommage. Après, c'est comme dans tout, hein, on tombe dans les extrêmes du n'importe quoi et ça donne pas forcément une bonne image du sport. C'est ça qui est ouais. dommage. Parle-nous un peu de ton combat à venir, du coup. Alors mon prochain combat, le 7 décembre au Pasino d'Aix en Provence. Là, je vais faire un gros combat, ça va être, le combat, enfin le plus gros challenge de ma carrière pour le moment.
À chaque fois, je dis ça, je me dis: «Putain, mais arrête de le dire, tu te mets la pression». Non, au final, ça va, je gère pour le moment et donc ça va être une ceinture, attention, une nouvelle ceinture, WBA Gold. Alors, la Gold, c'est la ceinture qui précède la ceinture, de championnat du monde. OK. C'est une genre de demi-finale et là, quand tu arrives là, c'est que, tu as fait, ouais, une demi-finale et que tu es dans le top 3 après du classement WBA. Pour, le petit, challenge, c'est que, la fille est, classée, 2 places au-dessus de moi. Donc, elle est 7e, je suis 9e dans le classement WBA. C'est une italienne mexicaine qui vit en Floride. Décidément, les Italiennes, t'aimes bien les étendre. Décidément. Mais écoute, non mais ouais, là, il faudrait qu'elle aille manger des pastas chez, la maman. Et non, là, ça va être, un ça va être un 10 rounds et de 2 minutes et c'est une gauchère. Donc là, j'ai fait toute ma préparation en fonction. Hem, C'était un peu, pas compliqué, mais des gauchers, on n'en trouve pas de partout et les fausses pattes là, comme on appelle ça et Je suis gaucher, attention. ah ouais? J'ai pas de Et pattes, mais ben je suis vous êtes gaucher, t'inquiète. et ben vous êtes chiant à boxer. Non, c'est, bah, après c'est juste, une habitude. Donc j'ai focus ma préparation là-dessus, mes techniques, ma tactique aussi et donc voilà, je suis remontée à bloc. Ah, il va y avoir un stream aussi, pour ce combat. Ah, on pourra mettre le Je vais lien. l'annoncer parce que, oui, ça va être sur, Fight Nation. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux peut-être rajouter ou un truc dont on n'a pas parlé? Bah, j'ai La ouais, boîte ce aussi. combat ouais, mon entreprise, on en parlait en fait, tout au long du podcast, vous l'avez compris, c'est que, Oui, en tant que combattant, bah, soit tu trouves des sponsors, soit tu crées quelque chose à côté et ce que tu crées, ta société, bah, il faut qu'elle te laisse la liberté de t'entraîner, bah, sinon tu es plus boxeur, quoi. Donc j'ai créé une société qui s'appelle Carré Cordé et en fait, je vends, en e-boutique, donc sur internet, du matériel de bandage professionnel et tout ce qui est outil du soigneur. Le soigneur, c'est le mec qui va te soigner, quand tu as des arcades ouvertes, le lit qui saigne, des bosses et cetera. Donc en fait, voilà, c'est une boutique en ligne que j'ai ouvert il y a 2 ans, 2 3 ans même et du coup, bah, je vends ça en ligne et ça fonctionne plutôt bien et ce qui me permet de toucher aussi tous les sports, que ce soit du MMA, du boxing, de la boxe française, de la boxe anglaise. Donc c'est vraiment cool. comment tu cumules au quotidien toutes ces casquettes-là de, bien sûr, boxeuse, athlète professionnelle, chef d'entreprise, peut-être petite créatrice de contenu aussi? Genre, ça ressemble à quoi une journée avec toi? Alors, peut-être pas là en ce moment, parce Ce que là, t'es en prépa, mais quand t'es en off. Ouais, ouais, bah, en fait, déjà les matins, je me lève de suite, c'est entraînement. Je préfère au moins ça, c'est quelque chose, que je sois en prépa ou que je sois en saison off, on va dire. Je m'entraîne, au moins c'est fait et je suis réveillée pour la journée et ensuite, je me consacre, au moins, ouais 2 heures minimum pour ma société, quoi. C'est quelque chose que je dois, gérer. Bah, tu as toujours quelque chose à vérifier, que ça soit des mails de clients, des problèmes sur le site, des mises à jour, des trucs comme ça, des C'est ajouts de toi qui envoies les produits. colis et tout? Heu, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, je connais. J'ai une marque de vêtements avant, je connais. Donc après, il y a tout ce qui est, logistique, bah, du stock, quoi. Mondial Relay qui perd Heu, ton colis. Tu dois. tu Ouais, dis: ça, «Ah putain, ça a pas été ouvert, mais pourtant, c'est marqué sur le mail que ça a été, ouais, livré». Ouais, euh, mais non, je peux rien faire, moi! Mais bon, tu dois te faire quand même. Tu dois trouver. c'est ça. Donc c'est un problème que je me rajoute en plus, mais c'est Mm. quelque chose qui voilà, d'avoir, la casquette d'auto-entreprise et un petit peu, de pas d'un chef d'entreprise parce que bon, voilà, j'ai pas d'employé, mais je veux dire, c'est quelque chose aussi, c'est, au niveau de la maturité et de la discipline aussi, c'est quelque chose d'hyper important. C'est que si tu es pas discipliné dans ton sport et tu seras pas discipliné dans la vie, de tous les jours et inversement et tu vois, ça me je suis obligée de cadrer, en fait, mes journées. C'est, Mm. sport, heu, diététique, enfin nutrition, correcte, heu, après je fais soit du contenu, pour, mon côté boxeuse, soit du contenu pour, mon entreprise. Après je dois gérer les aléas de l'entreprise, les livraisons, les trucs comme ça, les retours et franchement, c'est quelque chose qui est, lourd, mais c'est quelque chose que je pourrais pas me passer, quoi.
Bon, bah, c'est Mmh. top. Merci beaucoup, Valkyria. De rien.